comédien est un interprète, ce n'est pas un créateur. Voilà. En gros, enfin, ce qu'on peut dire. À 86 ans, Michel Bouquet demeurait cette silhouette droite, presque hiératique, dont la voix grave avait traversé des générations entières. Le public le voyait comme l'ultime gardien du théâtre classique, l'interprète rigoureux de Molière, d'Eugène Ionesco et de Jean Anouilh. Mais derrière la révérence et les hommages officiels, il existait un autre Bouquet, plus tranchant, plus secret. Celui qui, à la fin de sa vie, se permit enfin de dire tout haut ce qu'il avait toujours pensé tout bas, qu'il y avait des artistes qu'il ne pouvait absolument pas voir en peinture. Car Michel Bouquet, s'il incarnait la discipline et le respect du texte, ne supportait pas la légèreté, la frivolité ou l'improvisation tapageuse. À ses yeux, l'art dramatique était un serment solennel, un dialogue avec la vérité. Ceux qui s'en éloignaient, qui préféraient les effets faciles ou l'ego démesuré, il les regardait avec une sévérité glaciale. C'est cette sévérité, forgée par plus de 70 années de carrière, qui allait révéler 5 noms. 5 figures, parfois adulées par le public, mais qui, pour Bouquet, représentaient une trahison de l'exigence artistique. On aurait pu croire que cet homme discret n'entretiendrait aucune rancune. Pourtant, les coulisses du théâtre comme celles du cinéma bruissaient de ses piques silencieuses, de ses regards désapprobateurs. À l'heure de ses 86 ans, il osa enfin lever le voile. 5 artistes, 5 parcours, 5 affrontements symboliques qui disent autant sur lui que sur eux. Alors, qui était-il? Quel visage pouvait susciter une telle aversion chez un homme si respecté? Étaient-ce de jeunes comédiens aux jeux tapageurs, des stars du grand écran trop préoccupés par leur gloire, ou même des auteurs avec lesquels il avait collaboré? Derrière chaque nom, il y avait une histoire, une fracture, un désaccord profond. Et c'est en suivant la voie de Michel Bouquet, dans cette confession tardive, que nous allons plonger au cœur des rivalités les plus secrètes du théâtre et du cinéma français. Numéro 5, Gérard Depardieu. Lorsque Michel Bouquet évoquait Gérard Depardieu, c'était toujours avec un mélange de fascination et de crispation. Fascination, car Depardieu représentait ce que la France cinéphile avait de plus explosif dans les années 1970. Une énergie brute, une présence magnétique, un corps qui emplissait l'écran avant même qu'il n'ouvre la bouche. Crispation, parce que cette énergie, aussi volcanique qu'imprévisible, heurtait de plein fouet l'univers que Bouquet défendait. La rigueur du texte, la diction millimétrée, le respect absolu de l'auteur. Le contraste entre les deux hommes semblait inscrit dans leur destin. Michel Bouquet, né en 1925, avait été formé dans le culte de la tradition théâtrale, grandissant à l'ombre de Molière et de Racine. Gérard Depardieu, né en 1948, débarquait avec fracas dans un monde qu'il bousculait de toutes parts, transformant le cinéma français par son naturel désarmant et son goût pour l'improvisation. Là où Bouquet voyait la scène comme un sanctuaire, Depardieu la traitait comme une arène. Leur rencontre ne fut jamais un affrontement direct sur un plateau, mais plutôt une succession de parallèles discordants. Dans les années 1980, lorsque Depardieu triomphait avec Danton ou Cyrano de Bergerac, Bouquet observait de loin, déjà vénéré comme un maître du théâtre. Certains critiques rêvaient d'un dialogue entre ces deux générations d'acteurs. L'un, l'héritier des planches classiques, l'autre, le symbole d'un cinéma libre et viscéral. Mais ce dialogue ne vint jamais, précisément parce que leur vision de l'art dramatique ne pouvait pas s'accorder. Bouquet, toujours pudique, n'exprima pas ouvertement son agacement. Pourtant, dans certaines confidences tardives, il laissa échapper cette idée. Depardieu incarnait une forme de démesure qu'il jugeait incompatible avec la recherche de vérité. Trop de chair, trop de bruit, aurait-il dit un jour, laissant deviner l'abîme qui séparait leur conception du métier. Dans cette opposition feutrée, il n'y avait plus qu'une simple différence de style. Il y avait la fracture entre deux époques. Michel Bouquet représentait la France, qui croyait encore au pouvoir sacré des mots. Gérard Depardieu personnifiait celle qui voulait briser les codes, faire jaillir l'instinct et la sauvagerie, deux mondes que rien ne pouvait réconcilier. Ce qui irritait profondément Michel Bouquet, chez Gérard Depardieu, n'était pas seulement une question de style, mais une question d'attitude. Michel Bouquet, fidèle à une éthique presque monastique, ne supportait pas le spectacle permanent de la vie privée qui s'invitait dans la carrière de Depardieu. Là où lui-même cultivait la discrétion, presque le silence, Depardieu semblait se nourrir du tumulte, provoquant, s'exhibant, brouillant sans cesse la frontière entre l'homme et le personnage. Le contraste éclatait dans les interviews. Michel Bouquet parlait peu, choisissait chaque mot comme une réplique de théâtre,
pesé et calibré. Gérard Depardieu, lui, débordait d'anecdotes, d'excès, de provocations. Aux yeux de Bouquet, cette logorrhée était une insulte au métier. Un acteur n'est pas là pour se montrer, mais pour disparaître derrière le texte, confia-t-il un jour à un proche. Depardieu faisait exactement l'inverse. Il transformait chaque rôle en prolongement de lui-même. Il y avait aussi la question du respect des partenaires. Michel Bouquet, réputé exigeant, voyait dans le collectif une vertu sacrée. Sur scène, chacun devait servir l'œuvre avant de servir son ego. Or Gérard Depardieu, par son charisme écrasant, avait tendance à aspirer toute la lumière. Pour Bouquet, cette manière de vampiriser la scène, ou l'écran, était une trahison de l'esprit d'ensemble. Le théâtre n'est pas une foire, c'est une liturgie, aurait-il glissé, comme une flèche adressée à ceux qui confondaient art et exhibition. Leur désaccord, bien que jamais affronté directement, devint symbolique. Depardieu représentait une France populaire, excessive, qui voulait voir ses héros vivre autant qu'ils jouaient. Bouquet incarnait l'autre France, celle qui croyait encore à la transcendance des mots et au dépouillement. Entre ces deux visions, il n'y avait pas de terrain commun. Ainsi, même si le public rêvait parfois de les voir réunis, Michel Bouquet savait au fond que cette rencontre n'aurait jamais lieu. Pour lui, Gérard Depardieu était l'antithèse de l'acteur idéal. Là où il cherchait le silence et la vérité, l'autre offrait fracas et débordement. Et dans ce jugement tranchant, il scella son refus silencieux, laissant derrière lui cette phrase glaciale « Je n'ai jamais cru à son théâtre ». Numéro 4. Jean-Paul Belmondo. Entre Michel Bouquet et Jean-Paul Belmondo, il y avait plus qu'une différence de génération. Il y avait un gouffre de conception artistique. Jean-Paul Belmondo, révélé par le film À bout de souffle en 1960, incarna le cinéma français moderne, vif, libre et insolent. Il apportait à l'écran une désinvolture athlétique, un sourire bravache, une allure de cascadeur qui séduisait le grand public. Michel Bouquet, lui, avait déjà 35 ans, marqué par des décennies de théâtre classique. Il croyait à la lenteur, à la discipline, à l'étude infinie du texte. Dans l'imaginaire collectif, Belmondo était le visage du divertissement populaire, tandis que Bouquet demeurait l'ombre grave du théâtre exigeant. Lorsque le premier se lançait dans des aventures cinématographiques pleines d'action et d'humour, le second répétait Racine et Molière, refusant tout compromis avec ce qu'il considérait comme la vérité dramatique. Cette opposition symbolisait deux Frances qui ne se regardaient pas, celle qui riait dans les salles de cinéma bondées et celle qui méditait dans l'austérité d'une salle de théâtre. Les rares fois où leurs chemins se croisèrent dans des cérémonies ou des événements publics, l'écart était visible. Belmondo arrivait entouré de fans, serrant des mains, distribuant des sourires. Bouquet, discret, presque reclus, semblait observer ce tourbillon avec un scepticisme glacé. Pour lui, l'acteur devait se tenir à distance de la foule, préserver une forme de sacralité. L'idée même d'une star adulée pour ses cascades lui paraissait relever du cirque plus que de l'art dramatique. Ce n'était pas un conflit personnel nourri de rancune précise, mais plutôt une incompatibilité fondamentale de trajectoire. Michel Bouquet ne pouvait se résoudre à admirer Belmondo, parce qu'il voyait en lui la négation de ce qu'il avait passé sa vie à défendre. La profondeur du texte, la verticalité du théâtre, le poids des mots qui élèvent. Belmondo, au contraire, incarnait une légèreté solaire, une proximité avec le public qui abolissait les distances. Ainsi, derrière le sourire lumineux de Bébel et la gravité de Bouquet, deux univers irréconciliables se dessinaient. Et dans ce silence sans affrontement, Bouquet entretenait une aversion feutrée, celle d'un homme qui voyait s'élever un cinéma dont il refusait les règles. Ce qui heurta profondément Michel Bouquet chez Jean-Paul Belmondo, ce n'était pas tant l'homme que le symbole qu'il incarnait. Aux yeux de Bouquet, Belmondo avait fait triompher une conception du cinéma où l'adrénaline et le charisme l'emportaient sur la substance. Ses cascades spectaculaires, ses dialogues prononcés avec une désinvolture charmeuse, son goût pour le panache faisait vibrer les foules, mais pour Bouquet, cela relevait davantage du spectacle de foire que de l'art dramatique. Dans certaines confidences, Michel Bouquet laissa échapper son agacement face à cette popularité jugée trop facile. « Le public aime ce qui brille », disait-il. Mais il oublie que l'essentiel est dans l'ombre, dans le silence des mots bien dits. Cette remarque, à peine voilée, pouvait s'interpréter comme une critique directe de l'art de Belmondo. Michel Bouquet voyait en lui un comédien qui avait choisi l'efficacité immédiate plutôt que la recherche intérieure. Leur trajectoire, parallèle mais divergente,
renforçait cette impression. Belmondo accumulait les succès au box-office, devenant une figure nationale, tandis que Bouquet recevait l'admiration des cercles du théâtre, parfois jugés élitistes mais d'une exigence sans compromis. Dans cette divergence, Bouquet ne cachait pas son indifférence à l'égard du cinéma populaire. Il le considérait comme une distraction, pas comme une œuvre durable. Belmondo, par son immense succès, incarnait précisément cette dérive. Au fond, ce qui séparait les deux hommes, c'était la définition même du métier d'acteur. Pour Belmondo, être acteur, c'était être aimé du public, divertir, transmettre une joie immédiate. Pour Michel Bouquet, c'était se faire le serviteur invisible du texte, porter sa gravité sans chercher l'ovation. L'un était soleil éclatant, l'autre une flamme froide et continue. Aucun terrain d'entente n'était possible. Ainsi, derrière le silence poli de Michel Bouquet, se cachait une forme de rejet. Il ne voyait en Belmondo qu'un acteur du plaisir, quand lui-même se vivait comme un acteur du devoir. Et son jugement final, sec et glacial, résumait cette fracture avec la brutalité d'une sentence. Ce n'était pas un acteur, c'était un acrobate. Numéro 3, Alain Delon. Le nom d'Alain Delon évoquait pour le grand public la beauté insolente, l'aura magnétique, le mythe vivant du cinéma français. Mais pour Michel Bouquet, il représentait aussi un paradoxe troublant, celui d'un acteur qui avait tout le regard, le charme, la carrière internationale, mais qui, à ses yeux, manquait de cette profondeur qui faisait l'essence du métier. Michel Bouquet, en véritable artisan du théâtre, voyait le comédien comme un ouvrier du texte, un passeur humble, un interprète au service d'une œuvre. Alain Delon, depuis ses débuts, fut élevé au rang de star. Ce statut, Michel Bouquet ne le comprenait pas. Il l'observait comme une anomalie. Comment pouvait-on tant célébrer une silhouette, un visage, plutôt que le travail acharné derrière la diction et l'interprétation? Le contraste éclata dès les années 1960. Tandis que Delon brillait dans Plein Soleil ou l'année dernière à Marienbad, Michel Bouquet poursuivait une carrière plus discrète, marquée par sa fidélité au théâtre. Pour lui, Delon incarnait le cinéma des projecteurs, celui qui nourrit les magazines et les foules, mais pas nécessairement la vérité dramatique. Il y avait là une fracture fondamentale. L'un se faisait adorer comme une idole, l'autre se voulait respecter comme un serviteur. Lorsque leurs routes se croisèrent sur des plateaux ou dans des cérémonies, Michel Bouquet demeurait impassible, observant le culte dont Delon était l'objet. Cette adoration aveugle le laissait perplexe, car dans le regard sévère de Bouquet, l'acteur devait disparaître derrière son rôle, et non l'inverse. Avec Delon, c'était toujours le contraire. Chaque rôle devenait un prétexte à renforcer le mythe personnel. Il y avait aussi la question du rapport aux collègues. Là où Michel Bouquet se montrait discret, presque austère, Alain Delon imposait une présence écrasante. Sur un tournage, il captait tous les regards, contrôlait l'espace, revendiquait le statut de vedette. Pour Bouquet, ce comportement relevait plus du narcissisme que de l'art. Cette différence d'attitude ne pouvait qu'alimenter une forme de méfiance, voire d'aversion silencieuse. Ainsi, derrière son apparente neutralité, Michel Bouquet nourrissait un rejet instinctif pour cette figure éclatante qu'était Delon. Car pour lui, l'acteur devait servir l'œuvre, et non s'en servir pour construire sa propre légende. Ce qui mettait Michel Bouquet à distance d'Alain Delon allait bien au-delà du simple éclat médiatique. C'était une question d'éthique. Pour Michel Bouquet, l'acteur devait rester un artisan anonyme, soumis au texte et respectueux du collectif. Alain Delon, au contraire, incarnait le culte du jeu, une star façonnée par sa propre légende, parfois plus grande que les films eux-mêmes. Dans certaines confidences, Michel Bouquet laissa transparaître sa sévérité. Il jugeait chez Delon une froideur, une mécanique, un calcul permanent qui, selon lui, trahissait la sincérité de l'acteur. On ne sent pas le cœur, on sent le contrôle, aurait-il confié à un proche. Là où Michel Bouquet cherchait la faille humaine, la vérité nue qui émerge d'une diction précise, Delon brillait par une perfection glaciale, mais sans profondeur véritable. Leur trajectoire soulignait ce contraste. Dans les années 1970, Delon régnait sur le box-office avec Borsalino, Le Samouraï, La Piscine. Michel Bouquet, lui, multipliait les rôles au théâtre et dans un cinéma plus exigeant, loin du culte de la star. Ce déséquilibre de notoriété renforçait son agacement. Il voyait le public célébrer l'icône, alors que l'art véritable, selon lui, se jouait ailleurs, dans l'ombre et le silence des planches. Il y avait aussi une fracture morale. Alain Delon, réputé pour ses colères et ses prises de position abruptes,
renvoyait l'image d'un homme insaisissable, parfois brutal. Michel Bouquet, pudique et réservé, ne pouvait qu'y voir un contre-exemple. Pour lui, un acteur devait être au service de son métier, non pas dominer son entourage par la force de son ego. Cette opposition se cristallisa dans les jugements qu'il porta sur Delon. À la fin de sa vie, Michel Bouquet n'hésitait plus à qualifier son collègue d'icône creuse, symbole d'un cinéma qu'il respectait peu. Derrière cette formule, il y avait toute la rigueur d'un homme qui refusait de céder à l'admiration facile. Et c'est ainsi qu'il conclut son ressentiment, sans éclat ni colère, mais avec une sentence sèche comme un couperet. Il n'aimait pas ses rôles, il s'aimait lui-même. Numéro 2, Jean Anouilh. S'il y a un nom qui surprend dans la liste de Michel Bouquet, c'est bien celui de Jean Anouilh. Car sans Anouilh, la carrière de Michel Bouquet n'aurait sans doute pas connu le même éclat. Dès les années 1950, l'auteur fit de lui l'un de ses interprètes favoris. Michel Bouquet fut Antigone, Beckett, Oreste, et il devint, à travers ses personnages, la voix incarnée des dilemmes tragiques que le dramaturge aimait explorer. Pendant plusieurs décennies, leur collaboration fut si intense que beaucoup les considéraient comme indissociables. Pourtant, derrière cette alliance artistique, se cachait une relation complexe, pleine de tensions et de non-dits. Michel Bouquet, élève discipliné et fidèle au texte, trouvait chez Anouilh une exigence voisine, mais aussi une dureté parfois insupportable. L'auteur, connu pour son intransigeance, poussait ses acteurs jusqu'à la limite, leur imposant une vision totale de son théâtre. Bouquet, qui vénérait l'art dramatique comme un sacerdoce, accepta longtemps cette domination, mais en garda au fond de lui une forme d'amertume. Au fil du temps, les fissures devinrent visibles. Dans les coulisses, on racontait que Bouquet souffrait de l'autorité écrasante d'Anouilh, de ses remarques tranchantes, de son absence de chaleur humaine. Leur complicité, nourrie par un immense respect mutuel, reposait aussi sur un terrain miné. Chacun pensait être le véritable dépositaire de la vérité du texte. Michel Bouquet, qui avait toujours défendu l'acteur comme passeur humble, commençait à s'agacer du contrôle absolu qu'Anouilh voulait exercer sur l'interprétation. Pour lui, l'auteur devait écrire et se taire, laissant ensuite au comédien la liberté de faire vivre l'œuvre. Or Jean Anouilh, au contraire, restait présent jusque dans la respiration de ses acteurs. Cette présence constante finit par devenir une entrave. Ainsi, derrière l'image d'un duo inséparable, se dessinait en réalité une tension sourde, celle de deux artistes trop exigeants pour cohabiter longtemps sans friction. Michel Bouquet, silencieux et pudique, ne laissait rien paraître publiquement. Mais ses proches savaient. Anouilh, qui l'avait tant servi, était aussi celui qu'il jugeait parfois insupportable. Ce qui transforma l'admiration de Michel Bouquet pour Jean Anouilh en une forme d'amertume tenait à la nature même de leur collaboration. Jean Anouilh, réputé pour sa plume acérée et son sens des dialogues, voulait régner sur ses pièces jusque dans la chair de ses interprètes. Pour Michel Bouquet, cette mainmise était une blessure invisible. Il respectait l'écrivain, mais refusait que le dramaturge dicte chaque inflexion, chaque souffle. Le désaccord culmina dans les années 1960, lorsque Michel Bouquet triomphait dans Antigone et Beckett. Le public célébrait l'union parfaite entre l'auteur et l'acteur. Mais en coulisses, Bouquet vivait une lutte silencieuse. Jean Anouilh lui reprochait parfois de trop intellectualiser ses personnages, quand Michel Bouquet reprochait à l'auteur de ne pas faire confiance au métier des comédiens. Deux visions irréconciliables. Celle d'un écrivain qui se voyait maître absolu de son univers, et celle d'un acteur qui voulait, par son travail, redonner souffle et liberté au texte. Dans les interviews tardives, Michel Bouquet laissa filtrer quelques phrases tranchantes. Il évoquait Jean Anouilh comme un tyran tendre, un paradoxe douloureux qui mêlait affection et domination. Cette formule en disait long. L'homme qui l'avait tant servi était aussi celui qui lui avait infligé les contraintes les plus rudes. Derrière l'hommage se cachait la rancune. Leur éloignement progressif fut inévitable. Michel Bouquet finit par privilégier d'autres auteurs, d'autres univers, comme Eugène Ionesco ou Harold Pinter, où il trouvait plus de liberté. À mesure qu'il se libérait de l'emprise d'Anouilh, il redécouvrit la joie de l'acteur indépendant, celui qui ne se laisse pas enfermer dans la cage dorée d'un écrivain trop présent. Et lorsqu'à la fin de sa vie, il dressa la liste de ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture, Jean Anouilh y figura, non par haine, mais comme symbole de cette prison artistique qu'il avait dû endurer. Dans son jugement final, aussi sec que définitif, Michel Bouquet scella cette rupture. Il écrivait pour me posséder, pas pour me libérer.
Numéro 1. Louis de Funès. À première vue, rien ne semblait rapprocher Michel Bouquet de Louis de Funès. L'un était le serviteur austère du théâtre, maître des tragédies et des silences lourds. L'autre, le roi incontesté du rire français, capable de déclencher l'hilarité par un simple froncement de sourcils. Pourtant, leurs noms circulaient souvent côte à côte dans les conversations sur le cinéma hexagonal, comme deux pôles opposés d'un même art. Et c'est précisément dans cette opposition que naquit la version de Michel Bouquet. Pour lui, Louis de Funès représentait tout ce que le théâtre classique rejetait. La gestuelle outrancière, les mimiques exagérées, les éclats de voix tonitruants. Michel Bouquet, qui considérait l'art dramatique comme un chemin vers la vérité intérieure, regardait ce déferlement d'énergie comme une trahison. « Le théâtre n'est pas une mécanique de rire, c'est une quête de vérité », murmurait-il souvent. Face à l'explosion comique de Funès, il voyait non pas un acteur, mais un illusionniste qui détournait le public de l'essentiel. Le succès planétaire du comédien n'arrangeait rien. Tandis que Louis de Funès remplissait les salles avec La Grande Vadrouille ou Les Aventures de Rabbi Jacob, Michel Bouquet s'enfonçait dans la rigueur des planches, porté par un public plus restreint mais fervent. L'écart de notoriété nourrissait chez lui une incompréhension presque douloureuse. Pourquoi la France, si fière de son théâtre, se précipitait-elle pour applaudir des grimaces plutôt que des alexandrins? Dans ce déséquilibre, Michel Bouquet voyait une menace pour l'art qu'il défendait. Louis de Funès symbolisait à ses yeux le triomphe du populaire sur l'exigeant, du rire immédiat sur la réflexion. Et plus les rires montaient dans les salles, plus il se repliait dans son austérité, convaincu que cette frénésie passagère ne laisserait aucune trace durable. Ainsi, sans jamais le dire frontalement, Michel Bouquet rangeait Louis de Funès dans la catégorie des artistes qu'il ne pouvait pas supporter. Non pas par jalousie, mais parce qu'il voyait en lui l'incarnation d'un cinéma dont il rejetait les codes. Deux visions irréconciliables, l'une tournée vers l'éclat, l'autre vers l'ombre. Ce qui agaçait profondément Michel Bouquet dans le phénomène Louis de Funès, c'était moins l'homme que l'ouragan qu'il déclenchait partout où il passait. Les salles de cinéma résonnaient de rires tonitruants, les journaux titraient sur ses records, et les producteurs misaient sur lui comme sur une valeur sûre. Michel Bouquet, qui concevait le métier comme une ascèse, observait cette adoration populaire avec une méfiance glaciale. Pour lui, un acteur ne devait pas chercher à séduire mais à révéler. Or Louis de Funès, pensait-il, se contentait de séduire, encore et encore, à coups de grimaces et de colère caricaturale. Leurs univers se croisaient rarement, mais Michel Bouquet ne cachait pas son scepticisme lorsqu'on l'interrogeait. Dans certaines confidences, il laissait entendre que le rire de Louis de Funès n'était qu'un feu d'artifice passager, condamné à s'éteindre. Il refusait de voir en lui un véritable comédien, le réduisant à un artisan de la farce, habile mais superficiel. Et ce jugement, prononcé avec cette froideur qui le caractérisait, résonnait comme une condamnation. Il y avait aussi une dimension presque philosophique à ce rejet. Pour Michel Bouquet, l'art dramatique devait élever, confronter le spectateur à des dilemmes, à la gravité de l'existence. Louis de Funès, au contraire, promettait une évasion, un soulagement, une parenthèse de légèreté. Deux fonctions du théâtre et du cinéma que Michel Bouquet considérait comme incompatibles. Dans son esprit, la mission sacrée de l'acteur ne pouvait pas se réduire à provoquer des rires collectifs. Et pourtant, au fil des décennies, la gloire de Louis de Funès ne faiblissait pas. Cela ne faisait qu'accentuer la distance. Michel Bouquet voyait là un signe inquiétant. La France préférait la légèreté à la profondeur. Pour lui, c'était une défaite culturelle, et Louis de Funès en était le visage éclatant. Dans les dernières années de sa vie, Michel Bouquet n'adoucit pas son jugement. Sa sentence, lapidaire et glaciale, reflétait autant son exigence que son rejet définitif. Il amusait la foule, mais il n'a jamais servi le théâtre. À 86 ans, Michel Bouquet s'en alla comme il avait vécu, dans la retenue, loin des feux tapageurs, fidèle à l'ombre protectrice du théâtre. En révélant ces 5 noms qu'il ne pouvait pas voir en peinture, il ne cherchait pas à régler des comptes, mais à dessiner, une dernière fois, le contour de son idéal. Car à travers ses rejets, c'est sa conception de l'art qu'il affirmait. Un art austère, exigeant, presque sacré, où le mot prime sur le geste, où la vérité l'emporte sur l'apparat. Ceux qu'il critiquait n'étaient pas uniquement des rivaux ou des incompris. Ils étaient les miroirs d'un combat plus vaste, celui qui oppose le populaire au classique, le spectaculaire à l'intime. Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Jean Anouilh, Louis de Funès, chacun, à sa manière,
incarnaient une voix que Michel Bouquet refusait. Et en les désignant, il affirmait surtout ce qu'il voulait défendre. La dignité de l'acteur comme serviteur du texte, humble passeur d'une vérité qui le dépasse. Aujourd'hui encore, son héritage se lit dans chaque salle où l'on joue Racine, Molière ou Ionesco. Ses élèves, ses admirateurs, se souviennent d'un maître inflexible, d'une voix qui ne transigeait pas. Et si ces jugements paraissent durs, ils révèlent en réalité la cohérence d'un homme qui n'a jamais dévié de sa ligne. Celle d'un acteur qui croyait à la noblesse du théâtre, comme d'autres croient à une foi. Michel Bouquet a quitté la scène, mais son ombre demeure. Elle plane sur les planches, sur les écrans, sur les mémoires. Et à travers cette confession tardive, il laisse un message ultime. Le véritable art n'est pas de plaire, mais de rester fidèle à sa vérité, coûte que coûte.